Alors Pascal, aujourd'hui, donc il y a l'investiture de Trump. On va Un pas en big parler day. aujourd'hui. C'est un big day pour lui et pour Musk. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est Apple. Donc on en a Mhm. parlé il y a quelques semaines en arrière. Apple qui a toujours des chiffres et des revenus super intéressants, mais qui semble avoir du plomb dans l'aile, notamment en termes de intelligence artificielle. Donc, on aime tous cette boîte, mais même Zuckerberg, dans sa dernière vidéo, a critiqué le manque d'innovation chez Apple. Et aujourd'hui, on a trois cas de news à couvrir, notamment son retard en Chine, moins 25% dans le dernier trimestre de 2024. Qu'est-ce que tu en penses de cette belle boîte? C'est une entreprise absolument extraordinaire. Je pense que les nouvelles de la mort d'Apple sont tout à fait prématurées. Alors bien sûr, ils ont un petit ralentissement en Chine, 25%, c'est pas rien. Il y a peut-être des raisons géopolitiques, il y a peut-être la concurrence de Huawei, comme on l'évoquait avant qu'on commence l'émission. C'est clair c'est un marché extrêmement compétitif, mais Apple a quand même réussi pendant les 15-20 dernières années à occuper la niche du haut de gamme, ce qui fait qu'il devrait en avoir encore pour quelques années. Donc, je pense pas que c'est trop inquiétant pour eux parce que la grande force d'Apple, c'est de vendre du hardware qui fonctionne très bien avec un excellent software. Je dirais que le principal risque pour eux, c'est que s'ils sont forcés par l'Union européenne de s'ouvrir puis qu'ils laissent installer n'importe quelle application sur leur smartphone, alors là, c'est clair que la qualité baissera. Évidemment que ça prêche pour leur paroisse de dire qu'ils doivent garder un écosystème fermé, hein. On comprend tous pourquoi ils disent ça. Mais la vérité, c'est que s'ils sont contraints à s'ouvrir, ça va certainement baisser. On peut imaginer, pour faire une analogie dans la recharge, que si tu pouvais avoir n'importe quoi comme connecteur et n'importe quelle puissance pour recharger un téléphone, ça marcherait parfois mieux, parfois moins bien, mais en tout cas, pour la plupart des gens, ça serait moins fiable. Donc, je pense que ils ont pas grand-chose à craindre en fait ce ralentissement en Chine. C'est certainement saisonnier. C'est la même chose pour l'horlogerie. Ça va revenir. Et si ça revient pas, ils seront dans d'autres marchés. C'est quand même une boîte qui est extraordinairement riche. Je veux dire, je, je les vois mal trébucher à cause d'un problème de ce type-là. À voir. À voir. Comme tu dis, je pense qu'ils ont énormément d'avance, ils font énormément de ventes. Mais après, tu as pas mal de puristes aussi d'Apple. Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux qui critiquent le manque d'innovation, quoi. Ou Mhm. justement, que tu regardes les Mac ou l'iPhone, au final, il n'y a rien qui change. C'est que tu as plus de pixels. Tu vois, on en parlait avant, mais cette grosse news aussi qui est sortie, c'est que l'Apple Intelligence, enfin tout ce qui est intelligence Mhm. artificielle, a été suspendu sur leur téléphone parce que au niveau des notifications, ça donnait les mauvaises informations, donc ça avait tendance à exagérer ou autre. Et on se dit que, ok, la partie hardware, la partie software, c'est bon. Donc, comme tu le dis si bien, ils squattent nos poignets, ils vont peut-être squatter nos yeux et tout. Et notre poche, c'est fait déjà, mais par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont du retard. Ouais, alors c'est clair que Apple Intelligence, il a connu des petits soubresauts à son introduction aux États-Unis. C'est un système qui est critiqué parce qu'il fait des résumés qui sont, paraît-il, pas exacts. Bon, donc dans un rare moment d'aggiornamento, Apple a fait un rollback d'Apple Intelligence. Enfin, ils sont en train de le faire. C'est normal, en fait. Si tu veux, Apple, ils font de l'argent parce qu'ils te vendent du hardware. Ce que vous payez à Apple principalement, en fait, ce sont des devices. Donc, en fait, quand le device marche moins bien parce qu'il y a un bout de software qui est pas mûr, ils l'enlèvent et puis ils reviendront dans 1 mois, 6 mois, 12 mois avec un système qui marchera mieux. Je veux dire, j'ai aucun doute que Apple va réussir à faire fonctionner un LLM sur leur téléphone. Le challenge pour eux, c'est que comme leur modèle d'affaires, c'est de te vendre un téléphone que tu payes une fois, cher, mais une fois, et puis qu'ensuite ça fonctionne, d'accord? Quand tu fais une recherche sur ton téléphone, sur ton iPhone pour trouver un fichier ou une application,
es pas débité pour cette recherche. Donc, en fait, il en va de même avec Apple Intelligence. Donc, en fait, ils sont obligés de fournir un système qui soit pas trop cher à opérer pour eux. Et du coup, c'est probablement un problème de marge parce que j'ai pas tellement de doute qu'ils pourraient mettre un gros LLM et taper dans un cloud, mais comme ils veulent apporter de la sécurité et très certainement aussi avoir un prix de revient qui soit pas trop élevé, là, ils se sont mis une autre contrainte. Et puis, le rollback, c'est qu'ils ont vu qu'au prix qu'ils pouvaient supporter, ben, ils ont pas de fonctionnalité assez intéressante pour que les utilisateurs soient satisfaits. Donc, c'est simplement, je veux dire, ils sont en attente et ils vont revenir. C'est pas, à mon avis, c'est pas un problème technique, c'est plus un problème business. Bah, il disait que c'était l'algorithme qui avait justement un problème et donc ils vont rebosser dessus. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que une grosse boîte comme Apple qui a ce type de petits problèmes, mais qui n'arrive pas à gérer ça, c'est quand même fou. C'est que là, tu as un problème au niveau de la confiance des utilisateurs aussi et des journalistes. C'est ce qui a été, c'est Ouais. ce qui est remonté, tu vois. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais si tu te mets dans la peau des gens chez Apple, en fait, ils ont deux possibilités. Soit, en fait, ils montent un service type OpenAI, où ils sous-traitent à OpenAI et ils mettent leur marque dessus, ou ils disent carrément on revend OpenAI. Et là, ils ont un système qui marche très bien. D'accord? Avec ChatGPT. Mais ce système-là, pour qu'il fonctionne très bien, soit tu dois le financer par la publicité, soit tu dois le financer le ChatGPT d'OpenAI, ça coûte à peu près $20 par mois. C'est donc le même ordre de grandeur, on va dire, que ce que les gens payent tous les mois pour avoir la connectivité. Plus ou moins 20, 30, 40, mais c'est cet ordre de grandeur. Donc, ça voudrait dire doubler le prix de revient mensuel de l'utilisation d'un iPhone. Et ça, c'est un risque business qu'ils peuvent pas prendre. Donc, en fait, si tu es chez Apple, tu dis, bon, ben, il faut qu'on mette les chips qui conviennent sur notre téléphone, qu'on puisse faire tourner un modèle en local. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait, hein, et ils appelaient un cloud avec un beaucoup plus gros modèle que si c'était nécessaire. Et ça, ils ont vendu ça en disant que c'était pour la sécurité, ce qui est certainement pas faux, mais c'est de loin, à mon avis, pas la seule raison. L'autre raison, c'est qu'en fait, si tu fais fonctionner un LLM sur l'iPhone en local, alors ça ne coûte à Apple, ouvrez les guillemets, que le chip au départ et l'engineering, mais il y a un coût d'utilisation qui tend vers zéro. Et le fait de faire un LLM qui fonctionne bien à un prix très faible, ça, je pense que c'est pas encore faisable. Ça le sera certainement dans quelques mois ou quelques années. Ce sera peut-être le prochain iPhone ou le suivant. Mais pour eux, c'est vraiment un problème de business model. Si on regarde les chiffres, l'iPhone, c'est à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires par année. Ah, ça, c'était en 2023. C'est quand même Non. costaud. Donc, c'est pas que le mec qui s'occupe, enfin, l'équipe qui s'occupe des features de l'iPhone, il s'est pas dit, ah non, mais nous, l'IA, ça nous intéresse pas. Ils sont pas dans, c'est pas, bon, on a essayé, ça marche pas, c'est vraiment moche. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils doivent faire une marge sur ces 200 milliards et s'ils ont des coûts continus qui sont liés à l'utilisation de l'IA parce qu'ils ont besoin d'avoir de très, très gros modèles dans des très gros clouds, alors ça va pas fonctionner. Ils vont diminuer leur marge. Ça, ils peuvent pas se permettre. Donc, pour moi, c'est uniquement une question de rapport entre la qualité la qualité de l'IA et le coût récurrent pour Apple. Et ce coût récurrent, ils n'ont pas pu le monter plus que tant, et du coup, ben, ça marche pas très bien. Du coup, ils reviennent en arrière. Puis, pour le moment, les gens vont payer un abonnement à OpenAI ou utiliser Claude, etc. Ceux qui désirent avoir un service payant. Et le jour où en fait la technologie aura progressé, les chips vont progresser d'un côté, hein, ça c'est clair. Les modèles ils vont devenir, on l'espère, un peu plus petits, un peu moins gourmands en GPU et en énergie. Et à ce moment-là, bah, ça deviendra viable. Parce qu'il y a aussi l'aspect énergétique. On a vu beaucoup de discussions sur la consommation d'électricité de l'IA. Si tu fais tourner un modèle sur un iPhone, tu as quand même toujours la même batterie. Donc en fait, imaginons en fait que le modèle fonctionne super bien, mais que ton téléphone n'ait une autonomie que de 3 heures. Moi, je sais pas, en Suisse, pour les gens qui prennent le train puis qui présentent leur abonnement de train sur leur téléphone, c'est quand même ennuyeux. Donc, ils ont des tas de compromis à faire. C'est de l'engineering de pointe. C'est absolument pas facile. Mais j'ai absolument aucun doute qu'Apple, ils ont tous les moyens, en fait, pour faire les développements qu'il faut. C'est juste que la technologie, elle n'est pas à maturité pour être embarquée sur un device battery powered et à moindre coût.
Ok, donc ça me fait penser justement à une question et une remarque que j'ai pour toi. Pourquoi ils n'ont pas développé de LLM à l'interne? Parce que ça ouvre des opportunités, enfin des possibilités maintenant de ce que tu me dis, notamment aller sur du Google smartphone, quoi. Mhm. Vu qu'ils ont déjà le Gemini, ils ont déjà, enfin, tu as déjà toute cette avance et qu'au final, tu te dis, bah, pourquoi je vais mettre 900 ou 1000 balles chez Apple et puis Ouais. le B à bas, enfin, le basique, ils l'ont pas, tu vois. Alors, je pense que c'est une question de modèle. En fait, Google, leur modèle, c'est la plus grande agence publicitaire du monde. Ils vendent des publicités, hein, c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Et un autre side business, c'est qu'ils vendent du cloud computing, Google Cloud, et ils vendent de l'applicatif comme Google Workspace, donc l'email et la suite Office, mais à la sauce Google. Et en fait, quand tu prends par exemple Google Workspace, tu payes une souscription tous les mois de 6, 12, 18 francs, ça dépend du modèle que tu prends. Mais en gros, tu payes tous les mois pour avoir accès à un service. Donc en fait, quand Google propose Gemini, ben maintenant donc l'IA de Google, il le propose en plus. Tu payes un peu plus. Avec les années, ça va s'intégrer à leur suite et puis tu l'auras toutes les sauces et tu auras peut-être un modèle de base avec la première souscription, un meilleur modèle avec la deuxième, etc. Donc en fait, le modèle d'affaires de Google, c'est vraiment et ils l'ont identifié déjà il y a une décennie. Hein, c'est quand même eux qui ont fait le premier papier qui a permis à OpenAI de faire son modèle révolutionnaire. Donc, ils ont les meilleurs chercheurs du monde. Ils ont acheté Google DeepMind et ils sont absolument excellents dans ce domaine-là. Donc, ils sont à la pointe. Apple, c'est tout à fait autre chose. Apple, ils viennent du hardware et ils combinent ça avec du software, mais ils te vendent du matériel. Ils te vendent quelque chose que tu tiens dans la main ou que tu mets sur ton poignet ou que tu mets sur une table comme un Mac. Mais le gros du business d'Apple, c'est quand même l'iPhone. Hein. C'est 200 milliards, les Macs, c'est 30 milliards. Donc, il y a un bon ordre de grandeur de différence. Ce qui compte chez Apple aujourd'hui, c'est l'iPhone. Et il faut que l'iPhone il présente une autonomie qui soit suffisante. Le fait de faire ton modèle toi-même, ça t'amène pas grand-chose. Je veux dire, ça donne l'impression, on est un peu comme au début des transistors, au début d'Intel, au début de ARM. Et en fait, est-ce que c'est le bon moment pour rusher, pour se mettre à faire ses propres modèles? Je suis pas du tout sûr. Dans la position d'Apple, eux, ils font des deals avec tout le monde, ils examinent tous les modèles. Ça faut bien imaginer qu'ils sont pas en train de bailler au corneille. Ils sont tout le temps en train de les évaluer. Ils parlent à Amazon Web Services, ils parlent à Google, ils parlent à OpenAI, etc. Ils sont en discussion constante. Puis ils font jouer la concurrence. Et dans ce cas-là, en fait, ils laissent la technologie arriver un petit peu à maturité pour le cas d'usage que eux envisagent, qui est le cas d'usage portable sur. Donc, portable, ça veut dire que ça ne doit pas consommer trop d'énergie. Sûr, ça veut dire que tu dois exécuter quand même beaucoup des routines localement, puis que ça sort, que le truc ne sort pas. Et surtout, pas cher. D'accord? Si tu dois chaque fois taper dans un immense paquet de GPU dans le cloud, ça finit par coûter très cher. Donc ça, ils peuvent pas se le permettre. Et du coup, je pense qu'ils sont simplement en train d'attendre, mais ça va pas. Est-ce que quelqu'un va pas acheter un iPhone parce qu'il n'y a pas OpenAI dessus? Non, en fait, si tu as envie d'OpenAI, tu vas l'acheter et le mettre en plus. C'est pas, je pense qu'il y aura pas, c'est que tu te dis, si tu dois comparer, comme je te disais, je pense, avec un Google Pixel, où tu te Mhm. dis, ils ont déjà un Gemini, bah, tu vas peut-être l'acheter, tu vois. Ouais, et puis, tu avais Ouais. même, je crois, Musk qui disait, on y pense si Apple et Samsung, enfin, les gros mastodontes ne jouent pas le jeu, Mhm. on pourra développer un téléphone, tu vois. Parce que là, par exemple, regarde, Ouais. enfin, ce que je vois maintenant, moi, j'utilise quasiment tout sur Google. Donc, là, on fait le recording sur Google Meet. Maintenant, ils ont intégré la fonction de Gemini Taking Note, tu vois, que ça te prend Mhm. des notes. En fait, c'est que Google, ils sont en train de créer un peu enfin, ils ont déjà créé cet écosystème un peu à l'identique et tu te dis, bah voilà, Mhm. si Apple, ils font pas le nécessaire rapidement, les gens, ils sont un peu fous de gadgets, quoi. Ils veulent avoir des choses qui font plus que juste prendre une photo parce que dans l'absolu, c'est ça, hein, l'iPhone. Il n'y a rien de ouf, Alors, quoi. non, mais le grand truc d'Apple, c'est que c'est la technologie qui fonctionne bien pour les masses. Ça fonctionne quand même mieux, c'est un poil plus simple. Et puis en fait, pour que les gens adoptent en fait un écosystème qui est plus simple, t'as pas besoin d'être deux fois meilleur. Ça se joue dans les petites, dans les bordures, dans les parties grises, dans les petites choses, dans les petits détails en fait qui font en fait la différence. Euh,
Un exemple tout simple, par exemple, si on a un Mac, un iPhone et des AirPods d'Apple, en fait, tout ça, ça se connecte de manière très fluide et complètement automatique et ça fonctionne extrêmement bien. Si tu sors de l'écosystème Apple, ça marche plus bien. Et si tu es sur l'écosystème Android ou autre chose, bonjour la galère, c'est quand même beaucoup plus manuel. Et ce sont ces petites choses, en fait. Apple, ils amènent le digital sans avoir besoin d'être un vrai pro du digital. Et ça permet des gains de productivité qui sont importants. Ça démarre plus vite, ça marche mieux, c'est plus facile à entretenir, etc., etc. Donc, il y a c'est pas 2 fois mieux, c'est un peu meilleur. Et ce qu'ils ont à faire, c'est maintenir ce lead. Donc, en fait, c'est pas de l'innovation disruptive, mais c'est de l'innovation continue, c'est incrémental. Chaque fois, ils améliorent un petit peu. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'ils vont faire des photos 4 fois meilleures ou des choses comme ça, mais je doute que les gens achètent un smartphone parce que la photo, je sais pas, elle enlève les yeux rouges automatiquement, puis que c'est le grand truc qui va faire toute la différence. Il y a la durée de la batterie, il y a le prix, il y a le design, il y a le fait que ce soit robuste et que ça tienne des années, il y a le fait que quand tu as des mises à jour software, il faut que ça suive. Apple, ils sont assez bons pour ça, parce qu'ils maîtrisent les deux côtés, le hardware et le software. Donc, je pense pas que ça va beaucoup les prétériter. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas capturer le chiffre d'affaires monstrueux qui est lié à l'utilisation des LLM, en tout cas au début. C'est vrai. Mais dans le business, le but, c'est pas de capturer tout, parce que là, tu te plantes. Ce qu'il faut, c'est déjà garder la promesse que tu as fait vis-à-vis des utilisateurs. Donc, en fait, ils ont fait un essai. Ils ont lancé Apple Intelligence. Ils estiment que voilà, ça marche pas suffisamment bien pour que ce soit au niveau d'Apple. Bon, ben, ils l'enlèvent. C'est tout à fait courageux de leur part. Mais je doute pas une seconde qu'il y a des mecs qui travaillent over the clock pour fixer le problème. C'est simplement que c'est pas si simple. Parce que si tu veux faire tourner un modèle d'IA en local sur ton téléphone, ben, ça impacte la batterie, enfin, le temps de la durée d'utilisation du smartphone, ça peut t'enlever une ou deux sur la journée. Et c'est pas du tout certain que les utilisateurs ils veuillent ce trade-off. Alors aujourd'hui, les gens qui sont très motivés, ils vont payer un abonnement, par exemple chez Claude ou OpenAI, ok, très bien. Puis le jour où la technologie devient moins chère et qu'Apple les intègre, c'est OpenAI et Claude qui auront un problème. Parce que si Apple arrive à faire tourner un modèle LLM qui fonctionne très bien en local sur un iPhone, alors là, tout le monde va se précipiter sur l'iPhone parce qu'après, tu payes plus d'abonnement. Tu vois? C'est clair, c'est clair. J'aimerais revenir sur le commentaire de Zuckerberg chez Joe Rogan, donc le 10 janvier, donc le patron de Meta. Facebook a critiqué ouvertement la politique de l'App Store, tu vois, en qualifiant les frais de 15 à 30% imposés aux développeurs, que c'était trop élevé. Et justement, il y a un peu ce monopole, hein. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Donc ça, c'est la première critique sur la taxe. Ensuite, il a critiqué aussi l'Apple Vision Pro, donc ce produit à $3 500 que lui considère inférieur à ce que Meta propose pour 300 ou 400 $. Donc, tu as cette petite guéguerre, j'imagine que tu vas me dire, mais… Disons, ouais, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et Meta, ils font pratiquement pas de hardware. Donc, ouais. OK, ils font des lunettes, ils font les Ray-Ban, ils font ils ont racheté Oculus. Voilà, le track record de Meta pour faire du hardware, on va pas dire qu'il est fantasmagorique, contrairement à Apple. Donc, bon, je trouve assez rigolo qu'ils se permettent cette remarque-là. C'est peut-être vrai, Note, mais pour ce produit-là, mais je pense pas que ce soit autre chose qu'un petit tacle un peu méchant en fin de partie. Et puis, la taxe, en fait, sur l'Apple Store, en fait, c'est du business. Le fait est que une partie de ce qui fait la beauté de l'écosystème Apple, c'est qu'en fait, tu es un petit peu mieux protégé, les applications fonctionnent un peu mieux. Pourquoi? Parce que, en fait, Apple, il passe du temps pour voir si, quand tu soumets une application, elle respecte certaines règles. Alors, c'est hyper contraignant pour les développeurs, c'est extrêmement kikinant. D'accord? Ça embête parce que ça prend plus de temps, il faut être approuvé, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, etc. Mais le résultat, c'est que quand tu utilises un iPhone et que tu installes des apps, il n'y a pas beaucoup d'apps qui fonctionnent mal. En moyenne, elles fonctionnent mieux. Il y a moins de garbage par rapport à Android où là, alors, c'est vraiment, avant d'installer quelque chose, il faut bien se renseigner parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer. T'es d'accord? C'est quand même un autre monde. Et du coup, bah,
voilà, les gens votent avec leurs pieds et leur porte-monnaie. Il y a quand même beaucoup de gens qui favorisent l'écosystème Apple. Maintenant, Apple, il prélève une taxe là-dessus parce qu'en fait, les gens se ruent sur leur écosystème parce qu'ils l'apprécient. Donc, Apple dit, bon, ben voilà, si vous vendez quelque chose sur notre App Store, on prend une taxe. Ben, Apple a le monopole sur ses produits. Je trouve pas ça si choquant. En fait, on peut peut-être aussi faire confiance aux gens. Et puis, si les gens estiment qu'en fait, voilà, admettons qu'il n'y ait plus Spotify, qu'il n'y ait plus toutes les applications qu'on a envie d'utiliser sur Apple, ben, l'écosystème va s'adapter. Il y a absolument aucun doute. Donc, moi, je trouve pas ça choquant. Je pense simplement que on pourrait dire, si on s'exprime un peu mal, ceux qui ne sont pas Apple, c'est un peu des rageux. Puis ils viennent dire, oh là là, c'est trop cher. mais, mais si tu veux, Meta, ils ont une espèce de monopole sur les réseaux sociaux entre Instagram et Facebook. C'est quand même eux qui commandent beaucoup de la publicité sur les réseaux sociaux. Ils ont influencé le débat public. Zuckerberg vient de l'avouer. Je les trouve un peu mal placés pour faire la morale. Ils ont aussi un monopole. Et du coup, bah, c'est une martingale, ce monopole d'Apple sur l'App Store. Mais comme ils le font, puis qu'il y a ça que sur leur device, moi, je pense que c'est simplement les concurrents qui sont pas contents. C'est tout. Alors, peut-être qu'Apple va se mettre à faire des deals au cas par cas. On verra. Ils vont peut-être diminuer ce tarif. Les concurrents, certes, mais aussi ceux qui vendent sur l'App Store. C'est-à-dire que si toi, tu as développé une app et puis tu vends un abonnement ou un truc comme ça, c'est toujours entre 15 et 30% sur chaque transaction. C'est énorme. Ouais. Ça te Bah, donne ça une dépend. visibilité et tout, mais c'est quand Ça même dépend. 30%, c'est énorme. Ça C'est dépend. une taxe, quoi. C'est le fisc. C'est C'est le une fisc taxe. français. Ouais, c'est une taxe. Mais imagine que maintenant, toi, tu développes une application ou tu coaches un jeune, comme tu le fais parfois, qui fait une application, qui a une startup. D'accord? Celui dont tu me parlais l'autre jour. Imaginons qu'il fasse une application. Est-ce que tu lui Bah, lui, dirais c'est le de cas, pas, ouais. est-ce que tu lui dirais de pas publier sur Apple? Ah non, non, bien sûr que Ah non. voilà, Mais ça t'as te. répondu. Si tu T'es veux, obligé. bah, Mais c'est t'es le obligé. principe du monopole, quoi. T'es obligé, puis ils mettent ce Non, qu'ils c'est veulent pas un en termes monopole. de. Non, c'est pas vrai. Tu peux ne publier que sur Android. Tu peux ne pas publier une app et faire uniquement un site internet avec un front et tu utilises ça comme ça. Par exemple, Spotify, il pourrait très bien ne pas faire une application. C'est simplement un site internet que tu adresses de ton téléphone ou de ton PC et puis tu vas écouter des chansons comme ça. Il y a rien qui oblige techniquement à ça. C'est simplement que ça marche un peu mieux. Et en fait, c'est ça que les utilisateurs veulent. Donc, en fait, pour quelqu'un qui débute, qui a pas beaucoup de clients, en fait, il y a combien d'utilisateurs d'iPhone dans le monde? Je sais pas, moi, quelques centaines de millions. Ça doit être ahurissant. C'est un chiffre qui est énorme. Peut-être même 1 milliard, je ne sais, mais disons, c'est beaucoup. Et du coup, Apple te propose un marché, mettons, de 500 millions d'utilisateurs réguliers d'iPhone. OK, ils prennent 30% pour ça, bah, c'est à chacun de voir en fait s'il veut y aller ou pas. Après, il y en a qui le font, bah, typiquement X, si tu veux faire un Mhm. abonnement chez eux et tout, bah, si tu passes par l'App Store, ça va être, je crois, 12 balles, quelque chose comme ça. Et puis, Mhm. si tu passes par leur site, c'est moins cher. Mhm. Tu vois? Donc, il y a des petits tricks comme ça pour éviter de Ouais. payer plus. Mais Mais ça, c'est une bataille entre géants. Si tu veux, oui, en oui, fait, oui. X.com, Elon Musk, Tesla, SpaceX, bah, lui, quand il a envie de faire un Twix, il peut. Maintenant, le jeune que tu es en train de coacher dans sa startup, je suis pas sûr que s'il fait une espèce de, Non, tu peux te faire s'il, bannir. ouais, Tu s'il peux te faire essaie de bannir. frapper Apple, je veux dire, force, hein, force à toi, mon ami, bonne chance. Donc, voilà, je pense que pour quelqu'un qui débute, en fait, c'est un super deal en fait de donner 15 à 30% de ton revenu pour avoir accès à 500 millions d'utilisateurs réguliers. Enfin, moi, je le ferais. Je vois pas de problème Ah non, avec il faut ça. le faire. C'est juste que tu te dis 30%, je trouve quand même ça énorme. Mais après, Bah, voilà, comme tu dis, enfin, le truc, n'empêche c'est tout, qu'il. n'empêche c'est- tout le monde publie sur Apple. Si tu veux, c'est pas si stupide que ça, au sens où en fait l'écosystème et l'industrie le fait. Maintenant, le jour où il y aura une troisième et une quatrième plateforme qui proposera un téléphone aussi agréable à utiliser, ben ça sera peut-être le cas. On verra. On verra avec Google Pixel Mhm. et puis les autres. Euh, une autre news.
qui va parfaitement avec ce qui se passe en Europe. Donc, le fait de réguler. Donc, il y a un problème justement encore avec Apple qui est sorti la semaine passée avec des critiques comme quoi ils ne seraient pas en conformité avec le Digital Markets Act en termes d'interopérabilité. Donc, ça vient aussi avec l'aspect de l'App Store et comme quoi, quand tu es sur Apple, l'écosystème, il est parfaitement fermé et que les utilisateurs, ils n'ont pas accès à 36 000 options. Bon, comme d'habitude, hein, l'Europe, elle regarde le train Attention, il y a Thierry passer. Breton qui nous regarde. Ouais. Non, parce que maintenant, il travaille avec Bank of America. Il a quitté le navire. Il est dans le privé maintenant, il est avec nous. Welcome Thierry. Non, mais blague à part, si tu veux, je trouve assez marrant parce que en fait, ok, l'Europe, elle fait de son mieux en fait, elle écrit des lois. En fait, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du papier. Alors, je rentre même pas dans le débat. Est-ce que ce Digital Act, il est bien ou pas? En fait, mettons ça de côté. Mais en fait, l'Europe n'a aucun acteur de taille dans le domaine du digital et surtout pas dans le smartphone. Et en fait, si tu veux, à quoi on assiste aujourd'hui? En fait, on va faire une analogie footballistique. Au foot, tu as toujours une équipe contre une autre équipe, 11-11. Donc, on a les US, les États-Unis, la Chine, l'Asie, on va dire, la Chine. Donc, c'est USA-Chine. Et en fait, l'Europe, c'est qui? C'est le juge de touche. L'Europe, ils sont là, ils courent après le ballon, puis ils lèvent le drapeau de temps en temps pour dire non, 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 lui, il était hors jeu. En fait, c'est ça la position de l'Europe. Et je dis pas que c'est mal, je concède qu'en fait, il faut, pour pouvoir jouer au foot, un arbitre. Mais on est d'accord que quand tu es petit, tu rêves pas d'être arbitre. Même si c'est trop beau, en fait, d'être arbitre. C'est une position qui est noble, c'est une posture qui est extraordinaire. Mais le fait est qu'en fait, l'Europe est sur le banc. T'as pas de poster d'arbitre collé à ton mur. Non. Et du coup, si tu veux, je trouve ça extrêmement marrant, en fait, parce que on a absolument aucun acteur, en fait, dans ce domaine. Mais alors, on vient dire la messe, tu vois. On explique, on dit voilà, non, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Donneur de leçons. Voilà, donneur de leçons. Et puis pourquoi? Alors, je peux m'imaginer qu'il y a certains de ces règlements qui sont pas complètement stupides, mais disons, réguler c'est une chose. Ce qui serait mieux, c'est de faire quelque chose qui soit plus enthousiasmant que ce que Apple, Samsung et tous les autres proposent, d'accord? Google. Tu vois, il y a deux manières en fait de commenter, de se rebeller contre le réel. Tu peux soit commenter, soit tu peux faire quelque chose, d'accord? Et du coup, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commente et elle utilise la taille de son marché pour essayer de forcer ces géants du numérique de faire des choses. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a maintenant des bouteilles en plastique où la capsule, elle reste collée dessus. On a des ports USB-C sur les appareils électroniques. C'est pas plus bête, bien que ce soit un peu une ancienne interface. C'est un peu dommage. C'est tout le problème quand tu régules, c'est qu'en fait, ça prétérite l'innovation. Et puis, maintenant, en fait, les Européens, ils viennent et ils ont pas forcément tort sur le fond, mais ils disent non, 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 la manière, en fait, dont vous traitez le digital, elle ne nous convient pas. Mais, mec, fais quelque chose. Je pense que c'est la mauvaise réponse à une vraie question. En fait, c'était la mauvaise réponse parce que la bonne réponse, c'est de faire en sorte d'encourager et de permettre à des géants du numérique européen d'émerger. Mais alors, depuis le temps qu'on en parle, je pense que c'est même pas la peine de l'espérer, ça n'arrivera pas. Et du coup, l'Europe, elle prend son rôle d'arbitre. Donc, en fait, on a les petits cartons là dans la poche, carton jaune, carton rouge, machin, sifflet, et puis on commente le match, mais on joue pas. Donc pour revenir sur cette news donc de digital, comment elle s'appelait déjà, le DMA. Ouais, DMA, ouais. donc Digital Market Act. Donc on peut dire ok, certes, il faut quand même réguler tout, mais la réponse devrait être développons quelque chose, quoi. En gros. Si on n'est pas content de ce qui se passe. C'est pas forcément le projet d'un État, mais si tu veux, il faut que l'Europe regarde les choses en face. En fait, elle est dans une position d'arbitre ou de commentateur. Arbitre, c'est même peut-être un peu trop généreux.
est dans une position de commentateur parce qu'en fait, elle ne Ils fait mettent des pas. PV. En fait, en gros, ils mettent des Ouais, PV parce c'est que même ça, les amendes qu'ils c'est ça. mettent, c'est des C'est 50 des P. millions, ça représente 4 heures à Google pour les faire. Et puis, en fait, tu mets un PV. C'est comme Mhm. ici à la rue du Rhône, tu vois une Lamborghini, on lui a mis 40 balles sur le pare-brise. Le mec, il roule encore avec C'est dessus ça, à la foule. c'est ça. Et, et du coup, si tu veux, c'est plus, c'est presque confondant ça fait tendresse parce qu'on a envie de les prendre dans les bras puis de dire mais les gars, c'est dommage, ouais, tu vois, t'as pas réussi ta carrière de footballeur, c'est dur, et t'as pas essayé. Le fait est, c'est que on se retrouve pas arbitre après avoir, tu vois, on essaye une carrière internationale, on a un problème avec la cheville ou le genou, bon allez ok arbitre, c'est pas plus mal. Non non non, nous on s'intéresse pas au sport en fait, mais aux règles. Et c'est complètement absurde parce que si tu veux, une grosse partie en fait de la richesse économique à venir, elle dépend du digital. Et là, tranquille le chat, nous on fait pas des camps d'entraînement pour les jeunes en disant bon allez on va reprendre le truc. Non non, les entreprises c'est pour les Américains ou les Chinois, mais en Europe ça nous intéresse pas le business. C'était quoi le nom de cette série à l'époque là? Je l'ai jamais regardé, mais c'était quoi, Marie Pervenche là? Ouais, Marie. Les PV. L'Europe, c'est Marie Pervenche. Mais et les gens qui mettent des PV, c'est hyper utile. Sinon, on se parquerait n'importe où, ce serait le bordel. Donc, on les aime et ils contribuent à la fluidité de la société. Mais je sais pas, en fait, si petit, on rêve d'être cet acteur-là dans le monde. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a un manque de vision, d'ambition et de prise en compte du réel. Euh, et c'est bien joli de faire des textes de loi pour tout légiférer, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. La vérité, c'est que ces technologies digitales, on en a besoin. Tous les acteurs du digital et du cloud, ils sont aux États-Unis ou en Chine, et qu'en fait, on utilise leurs services et leurs matos. Pour le moment, l'Europe, elle est quand même suffisamment importante économiquement pour qu'ils s'adaptent. Mais je pense que c'est tout à fait possible aussi qu'au bout d'un moment, ces géants du digital en aient marre et puis qu'ils disent, bon, ben, l'Europe, c'est trop ennuyeux, d'accord? Donc, en fait, on va leur donner l'antépénultième version de nos trucs et puis ils feront avec. On n'aura même plus les Mais dernières applications, les derniers chips ou les matos de pointe. C'est ça qui risque d'arriver. On sera traité. Imagine, par exemple, que une des startups que tu coaches, elle fasse du hardware. Et puis, il te dit, c'est quoi la Micronésie? C'est une île qui est au milieu du Pacifique. Je sais même pas à quoi elle est reliée. C'est peut-être un État indépendant. J'avoue mon ignorance. C'est le paradis des plongeurs. Et en fait, c'est au milieu du Pacifique, personne n'y va. Est-ce que le premier terrain de jeu que tu vas essayer de choper, c'est la Micronésie? J'en doute fort. Donc en fait, le risque que prend l'Europe, c'est que comme on est quand même en déclin économique, c'est qu'en fait on soit plus au sommet de l'agenda en fait des géants de la tech. Et je suis pas sûr que c'est dans notre intérêt. et tu sais, ça me fait penser à quoi aussi? Ça me fait penser à la fine qu'avait reçue la BNP Paribas, Ouais. justement des États-Unis. Eux, ils avaient reçu une vraie fine qui était à 9 milliards. Donc, Mhm. même dans le fait de mettre des amendes, on n'est pas bon vu qu'on met des 50 millions, des 20 millions, des 10 millions. Et qu'ils ont quand même réussi en Suisse à nous faire sauter le secret bancaire. Et que Mhm. voilà, en termes de régulation, on voit le rapport de force entre les États-Unis et l'Europe où d'un côté, on te tape un peu sur les doigts et d'un côté, ben, tu risques de fermer ta boîte, quoi. Parce que 9 milliards, même pour la BNP, c'est énorme, hein. Ah bah c'est quand même salé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Tu dois boire quelques verres d'eau froide le soir avant d'aller au lit après un truc pareil. Donc, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a eu Alstom. Enfin, c'est pas la première. Et il y a une vraie guerre économique. Et je pense qu'on a, si tu veux, c'est, c'est- ces règlements, ce DMA, c'est une espèce de manière de faire quelque chose dont on peut parler. À mon sens, qui peut avoir un effet à court terme qui est plus ou moins bénéfique, mais à long terme je pense qu'on se tire dans le pied. On ferait beaucoup mieux de devenir une zone d'innovation, de redevenir une zone d'innovation, mais pas d'innovation que dans les universités. Oui. Après, dans le business, c'est vraiment, c'est ça le pas qui manque. Il y a moins d'investissement, il y a moins d'entrepreneurs. Et quand tu regardes les chiffres sur les entreprises dans le digital qui réussissent, enfin, je veux dire, c'est évident. C'est tout noir, tout blanc. Il n'y a pas besoin d'aller dans les détails. Il se passe rien en Europe. Donc, c'est ça le problème qu'il faut résoudre.
Tu sais, il y avait comment ça s'appelle, un des auditeurs qui nous a fait une remarque comme quoi il disait que les États-Unis, enfin l'Europe avait inventé plein de trucs, mais comme Mhm. quoi les États-Unis pillaient en fait. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais il te parlait enfin, du premier réseau, de je sais plus quoi. Je vais retrouver Ouais, le commentaire, tu le, vois. il a raison au sens où, en fait, c'est vrai que l'exploitation économique ou industrielle des innovations, elle se fait pas beaucoup en Europe, beaucoup aux États-Unis ou en Chine. Et en fait, c'est un peu triste et malheureux, mais une chose qu'il faut observer, par exemple, on en avait parlé, il y a 40% des PhD dans l'IA en Allemagne qui partent aux États-Unis. Pourquoi? C'est pas que les Américains, ils tirent les ficelles comme ça pour dire aux PhD allemands, les mecs, venez aux États-Unis, on vous oblige, sinon on va buter vos enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que Oui. les mecs qui font un PhD dans l'IA en Allemagne, ils se disent, OK, je suis au top, je viens d'être super bien formé dans le domaine qui est en train d'exploser et que dont tout le monde veut. Où sont les meilleurs emplois? Bah, ils sont aux États-Unis. Alors ils y vont. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien sûr qu'il y a une question de masse critique et puis qu'en Europe, on a du retard. Mais j'entends, le problème, ce sont le nombre et la taille des acteurs industriels en Europe. Il n'y a personne qui fait des chips, il n'y a personne qui fait de l'OS, il n'y a pas grand monde qui fait du software, il y a SAP, mais c'est un truc qui est vieux comme le monde. Euh, enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup d'acteurs, donc il n'y a pas la masse critique et puis on n'arrive pas à démarrer. On a réellement loupé le digital. Et je suis intimement convaincu que ce n'est pas en le régulant qu'on va faire émerger une industrie. Ça, j'en suis sûr. Ça ne veut pas dire que réguler, c'est une erreur, mais ce n'est pas en le régulant qu'on fait émerger une industrie. Puis d'autre part, si demain matin, tu me dis, écoute Pascal, j'ai une super idée, je vais faire une start-up dans l'IA, imaginons, hein, est-ce que tu vas rester en Europe et prendre le risque d'avoir une immense amende et de te faire couler, ou bien est-ce que tu pars aux États-Unis? Tu partiras aux États-Unis. Si tu Ah, peux aux le States, faire, ouais. ouais. Si tu peux le faire, si ça joue avec tes contraintes privées, ta famille, tu vas évidemment le faire. Donc, il n'y a absolument pas de miracle. Tu sais que tes chances de succès en allant aux États-Unis, elles augmentent. Voilà, c'est tout. Et tu sais aussi que si tu restes en Europe, en fait, tu es soumis à des réglementations qui sont pires. Tu sais que j'en discutais avec un ami d'enfance, enfin, Andreas, qui lui est architecte, et puis lui, il était parti à New York pendant 2 ans et demi, puis il disait que vraiment, là-bas, quand tu es assis dans un café, tu sais que tu vois que ta vie, elle peut changer, quoi, parce que lui, il avait trouvé du boulot comme ça, quoi. Il y avait des gens il était en train de dessiner à quelqu'un qui est venu, il lui a dit, ah bah vas-y, moi j'ai un chantier, viens me faire des Mhm. plans, nanani, nana. Et c'est ce qui manque en Europe. Et je vais reprendre juste le commentaire et puis de ce monsieur, j'imagine, qui disait qu'il y avait le plan calcul qui a permis l'invention du premier réseau d'ordinateurs au monde, le datagramme, je ne connais pas. Son inventeur Louis Pouzin est bel et bien un ingénieur français. Et les turbines Annabelle, joyeux de la technologie nucléaire. Et les Mhm. premières cartes à puce, l'invention du Swift Belgique, etc., etc. Mais il dit voilà que les US nous volent les inventions. Mais je pense pas que ce soit vrai. C'est simplement qu'il y a un vrai génie français. Si tu veux, la Citroën DS, les gens qui aiment bien les automobiles, ils peuvent être que fans de l'automobile française, mais un peu moins maintenant, beaucoup plus il y a quelques dizaines d'années, même plus. Donc oui, il y a plein de choses qui ont été inventées en Europe. Alors, les grandes innovations, en fait, souvent, elles apparaissent à différents endroits dans le monde, à des moments plus ou moins similaires. Donc, c'est pas une espèce d'exclusivité. C'est vrai que la France, elle a un vrai génie pour l'invention, les grandes idées, les grands mouvements. Mais c'est pas comme ça qu'on monte une industrie. En fait, pour qu'une industrie arrive, il faut après avoir des entreprises, pour des industriels, il faut faire des boîtes. C'est pas la question de, dans l'industrie ne s'applique pas le truc de ah mais c'était moi le premier, j'ai inventé le truc. C'est pas comme ça que ça Exact. marche. Mais ce monsieur ou cette dame a parfaitement raison. Mais on peut se plaindre à juste titre en fait que bah voilà c'est parti aux États-Unis, ok. Mais en fait pourquoi Yann LeCun qui est un des plus grands barons de l'IA, il travaille pour Meta, il est français. C'est un gars Oui. absolument brillant. Je ne le connais pas, mais je veux dire, je lis ce qu'il dit, ce qu'il écrit. C'est un gars brillantissime. Ben, il est aux États-Unis. Il y en a plein des Français brillants aux États-Unis.
Et je ne crois pas qu'ils font ce choix par dépit, ils font ce choix par envie. Parce qu'en fait, ils ont envie de réussir, ils ont envie de monter une boîte ou de prendre part à une entreprise et puis de faire quelque chose d'intéressant. Puis ils se disent, ben voilà, j'ai plus d'opportunités aux États-Unis. Donc, dans le digital, c'est évident qu'en fait, tu as beaucoup plus de chances aux États-Unis. C'est clair et net. Il y a plus de boîtes qui réussissent. C'est clair que c'est un marché concurrentiel, mais les chances sont meilleures. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le manque complet d'acteurs dans le digital en Europe. Soit tous ceux qui ont essayé sont cons, soit il y a un problème. Et du coup, moi, je ne prétends même pas pouvoir diagnostiquer pourquoi en Europe on n'y arrive pas. Je ne sais pas, on peut émettre des tas de pistes, mais admettons qu'on ne sache pas. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ça marche factuellement mieux aux États-Unis. Donc voilà, contact. Et les entrepreneurs, c'est des gens pragmatiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pascal, je te remercie. En tout cas, c'était intéressant de discuter de ces news d'Apple. On verra ce qui se passe. Cool. Mais voilà, on reste un peu sur notre faim. On verra s'ils sortent quelque chose d'innovant prochainement et s'ils baissent la taxe des 30%. J'espère qu'ils feront un humanoïde. Ça, j'espère. Ça, ce serait bien. Hardware, software combiné, une espèce de robot d'appartement qui fait la vaisselle, qui fait le ménage et tout. Ça, ce serait... Voilà, tu vas te faire tirer dessus là en disant ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'IA, hein, qui ne veulent pas avoir d'IA, qui ne veulent pas avoir de robots. On sait qu'NVIDIA est en train de bosser dessus. Des robots pour fabriquer des robots. Bah, tu as déjà le lave-vaisselle. Il faut le vider et le remplir. Quand ça fera le ménage, quand ça repassera, quand ça... Mon Dieu, mais non, mais ça va être absolument génialissime. Je pense que ça va arriver. Je ne sais absolument pas quand, mais si Apple en fait un, ils auront du succès, c'est sûr. Bon, on verra bien. On espère qu'on en discutera de notre vivant. Ouais. Oh oui, j'en doute pas. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao Younes.